La brume matinale s'accrochait au bas-côté de l'autoroute A4, créant des volutes fantomatiques qui dansaient entre les phares des véhicules. C'était le 20 mars 2025, date maudite que les conducteurs réguliers de cette portion entre Meaux et Château-Thierry connaissaient bien. Les plus superstitieux évitaient de prendre cette route ce jour-là, préférant les départementales sinueuses aux 4 voies pourtant plus rapides. Marc Delacroix, commercial parisien de 42 ans, ne croyait pas à ces balivernes. Il roulait sur cette autoroute depuis 15 ans, connaissait chaque virage, chaque sortie, chaque aire de repos. Son père lui avait souvent répété que les fantômes n'existaient que dans l'imagination des faibles d'esprit. Pourtant, cette nuit-là, quelque chose semblait différent. L'air était plus lourd, plus oppressant, comme chargé d'électricité avant un orage. Il était 23 heures passées quand il aperçut la première silhouette. D'abord, il crut à un reflet dans son pare-brise, peut-être un nuage bas éclairé par les lampadaires. Mais la forme persistait, se précisant à mesure qu'il approchait. Une femme en blanc se tenait au bord de la voie de droite, près de la glissière de sécurité, immobile comme une statue de marbre. Son premier réflexe fut de ralentir. Que faisait cette personne, ici, à cette heure, sur l'autoroute? Elle leva le bras dans sa direction, geste universel de l'autostoppeur. Marc hésita un instant, consultant son rétroviseur pour vérifier qu'aucun véhicule ne le suivait de près, puis se rangea sur la bande d'arrêt d'urgence, quelques mètres plus loin. Dans son rétroviseur, il la vit marcher vers sa voiture. Sa démarche était étrange, flottante, comme si elle ne touchait pas vraiment le sol. Le bitume semblait se dérober sous ses pas, créant une impression de lévitation troublante. Elle portait une robe blanche, vaporeuse, qui ondulait malgré l'absence totale de vent. Un châle de même couleur dissimulait partiellement son visage, ne laissant entrevoir que des traits d'une pâleur surnaturelle. Marc baissa sa vitre côté passager. Immédiatement, une fraîcheur glaciale s'engouffra dans l'habitacle, comme si la température avait chuté de plusieurs degrés. L'air lui-même semblait se cristalliser autour de cette apparition nocturne. La femme se pencha vers lui, et il sentit immédiatement une sensation de vide, comme si elle aspirait la chaleur de son corps. Ses traits étaient délicats, aristocratiques, d'une beauté troublante mais glaciale. Sa peau avait la transparence de la porcelaine fine, presque translucide sous la lueur des réverbères. Ses yeux, d'un bleu si pâle qu'ils paraissaient presque blancs, semblaient porter en eux toute la mélancolie du monde. Des siècles de solitude et de chagrin y étaient gravés comme des cicatrices invisibles. « Bonsoir, monsieur », dit-elle d'une voix douce, mais étrangement lointaine, comme un écho venant d'un autre temps. « Pourriez-vous me conduire jusqu'au château de Montmirail? J'ai un rendez-vous que je ne puis manquer. » Sa façon de parler était désuète, presque précieuse, comme si elle appartenait à une époque révolue. Les mots semblaient flotter dans l'air froid, cristallins et fragiles. Marc hocha la tête, troublé malgré lui par cette apparition nocturne. Il n'arrivait pas à détacher son regard de ses yeux hypnotiques. Elle monta dans la voiture, et aussitôt, l'habitacle sembla se remplir d'une présence éthérée. La température chuta encore davantage. Marc pouvait voir sa propre respiration formée de petits nuages de vapeur. Le chauffage de la voiture, pourtant réglé au maximum, ne parvenait plus à réchauffer l'atmosphère. Ses mains commencèrent à trembler légèrement sur le volant. Non pas de froid,
mais d'une angoisse inexplicable qui montait du plus profond de son être. Pendant qu'il roulait dans un silence pesant, Marc jetait des coups d'œil discrets à sa passagère. Elle gardait les yeux fixés sur la route, immobile comme une effigie de cire. Sa poitrine ne se soulevait jamais. Aucun souffle ne s'échappait de ses lèvres entr'ouvertes. Elle semblait suspendue entre deux mondes, ni tout à fait vivante, ni complètement morte. Le paysage défilait autour d'eux, baigné d'une lumière lunaire qui donnait aux champs une teinte argentée irréelle. Les arbres se dressaient comme des sentinelles silencieuses, leurs branches nues griffant le ciel étoilé. Au loin, les collines ondulaient sous la brume, créant un décor gothique digne d'un roman de terreur. « Il y a longtemps que vous attendiez ?» osa-t-il demander pour briser le silence oppressant. Elle tourna vers lui son visage d'une pâleur de marbre. Ses lèvres esquissèrent un sourire mélancolique qui ne parvint pas à réchauffer ses traits figés. « Depuis 1794, monsieur. 231 ans exactement. » Marc sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Il voulut croire à une plaisanterie, mais le ton de sa voix ne souffrait aucune moquerie. Il y avait dans ses paroles une vérité terrible, absolue, qui semblait résonner dans les recoins les plus sombres de son âme. L'air dans la voiture devint encore plus lourd, chargé d'une histoire tragique qui demandait à être racontée. « Que s'est-il passé en 1794 » murmura-t-il malgré lui, attiré par le mystère comme un papillon par la flamme. La femme ferma les yeux, et quand elle les rouvrit, ils brillaient d'un éclat troublant dans l'obscurité. Des larmes qui ne coulaient pas semblaient y danser, prisonnières d'un chagrin éternel. J'étais Élise de Montmirail, dernière descendante d'une famille noble qui servait la couronne depuis des siècles. Notre blason ornait les murs du château depuis le XIIe siècle. Pendant la Terreur, les révolutionnaires sont venus me chercher dans ma demeure ancestrale. Sa voix se chargea d'une amertume séculaire. Ils m'accusaient de complicité avec les émigrés, de correspondance avec l'ennemi. Ils disaient que j'envoyais de l'or aux armées royalistes, que je cachais des prêtres réfractaires dans mes caves. Tout cela était vrai, bien sûr. Comment aurais-je pu abandonner ceux qui avaient besoin d'aide? Comment aurais-je pu renier ma foi et mes convictions? Marc écoutait, fasciné malgré lui par cette confession d'outre-tombe. L'autoroute lui semblait maintenant différente, chargée d'une histoire qu'il n'avait jamais soupçonnée. Chaque kilomètre parcouru l'enfonçait plus profondément dans un récit qui défiait la raison. J'ai tenté de fuir cette nuit-là, le 20 mars 1794, date anniversaire de la mort du roi Louis XVI, une date symbolique que j'avais choisie pour honorer sa mémoire. Mon carrosse était chargé des derniers trésors de la famille, des bijoux, des lettres, des souvenirs précieux que je voulais sauver de la destruction. Elle marqua une pause, comme si le poids des souvenirs l'accablait encore. Le cocher était un brave homme qui me servait depuis l'enfance. Il s'appelait François et avait une femme et 3 enfants au village. Les chevaux étaient mes préférés, 2 magnifiques baies que j'avais élevées moi-même. Nous avons pris l'ancienne route, celle qui traversait les bois, espérant échapper aux patrouilles. Sa voix se fit plus basse, chargée d'une douleur millénaire. Mais nous avons été trahis. Quelqu'un au château avait vendu notre secret. Les révolutionnaires nous attendaient au détour d'un chemin, exactement à l'endroit où vous m'avez trouvé. Ils avaient tendu des cordes entre les arbres pour faire chuter notre attelage.
Marc déglutit péniblement. Il pouvait presque voir la scène, les chevaux cabrés, le carrosse qui verse, les cris dans la nuit. Et votre cocher? François a été tué sur le coup, transpercé par une branche. Les chevaux ont agonisé dans leurs harnais, hennissant de douleur. Moi, j'ai été projeté hors du carrosse et j'ai chuté lourdement sur les pierres. Ma colonne vertébrale s'est brisée. Je ne pouvais plus bouger, mais j'étais encore consciente. Les larmes qui ne coulaient pas brillèrent plus fort dans ses yeux. Les révolutionnaires ont fouillé le carrosse, ont pris tout ce qu'ils pouvaient emporter, puis ils sont repartis en me laissant là. Ils pensaient que j'étais morte, mais je respirais encore, paralysée, incapable de crier au secours. Oh! Marc sentit sa gorge se serrer. Cette histoire était d'une cruauté insoutenable, mais il ne pouvait s'empêcher d'écouter. « Combien de temps avez-vous » Des heures durant, j'ai agonisé sur cette route boueuse. Le froid de mars transperçait mes vêtements déchirés. J'entendais les loups hurler au loin, attirés par l'odeur du sang. J'appelais au secours, mais ma voix n'était plus qu'un souffle. Personne ne venait. Personne n'osait plus emprunter cette route, de peur des patrouilles. Elle ferma les yeux, revivant cette agonie d'il y a plus de 2 siècles. J'ai pensé à mon fiancé, Alexandre de Beaumont, qui avait émigré en Angleterre. Nous devions nous marier au printemps suivant. J'ai pensé à mes parents, morts sur l'échafaud, quelques mois plus tôt. J'ai pensé à tous ceux que j'avais aidés et qui ne sauraient jamais ce qui m'était arrivé. Marc réalisa avec horreur qu'il commençait à voir à travers elle. Les sièges de sa voiture transparaissaient peu à peu au travers de sa silhouette diaphane. Il serra le volant de ses mains moites, luttant contre la panique qui montait en lui comme une marée noire. « N'ayez pas peur », chuchota-t-elle, remarquant son trouble. « Je ne vous veux aucun mal. Je désire seulement retrouver la paix. Mais pour cela, il faut que quelqu'un connaisse mon histoire, la raconte, témoigne de mon existence. Il faut que quelqu'un se souvienne qu'Élise de Montmirail a vécu, a aimé, a souffert. » Ils approchaient de la sortie de Château-Thierry. Au loin, Marc apercevait les ruines du château de Montmirail, éclairées par la lune. Les tours écroulées et les murailles à demi effondrées témoignaient de siècles d'abandon et de destruction. Élise de Montmirail semblait se dissoudre progressivement, ne gardant que ses yeux d'un bleu fantomatique fixés sur lui. « Le château », murmura-t-elle en regardant les ruines. « Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Les révolutionnaires l'ont incendié 3 mois après ma mort. Ils ont jeté mes ancêtres hors de leur tombeau, ont brisé leurs monuments funéraires, ont dispersé leurs ossements aux 4 vents. » Sa voix n'était plus qu'un souffle, de plus en plus faible. Au XIXe siècle, un industriel l'a racheté et a tenté de le restaurer. Mais les pierres elles-mêmes semblaient maudites. Les ouvriers entendaient des gémissements la nuit, voyaient des ombres dans les ruines. Le projet a été abandonné. Marc gara sa voiture sur le parking désert, de l'air de repos. Autour d'eux, le silence était total, troublé seulement par le murmure lointain du vent dans les arbres. Au-dessus de leur tête, les étoiles brillaient d'un éclat froid, indifférentes aux drames humains qui se jouaient en bas. « Promettez-moi », supplia-t-elle dans un souffle qui semblait venir de l'au-delà. « Promettez-moi de raconter mon histoire, que les gens sachent qu'Élise de Montmirail a existé, qu'elle a aimé Alexandre de tout son cœur, qu'elle a souffert pour ses convictions, qu'elle méritait mieux que cette mort solitaire sur une route oubliée. » Marc hocha frénétiquement la tête, les larmes aux yeux. « Je promets, je raconterai votre histoire.
Je ferai en sorte que votre nom ne soit pas oublié. » Un sourire d'une indicible tristesse éclaira le visage de la dame blanche. Pour la première fois depuis des siècles, une lueur de paix traversa ses traits torturés. « Merci », murmura-t-elle avant de disparaître complètement, laissant seulement derrière elle un parfum de rose fanée et une impression de froid glacial qui mit plusieurs minutes à se dissiper. Marc resta immobile dans sa voiture, les mains tremblantes, le cœur battant à tout rompre. Il regarda l'heure sur son tableau de bord. Minuit pile. Exactement l'heure où, selon la légende qu'il venait d'entendre, Élise de Montmirail avait rendu son dernier souffle il y a 231 ans. Les jours suivants, Marc ne put s'empêcher de faire des recherches approfondies. Dans les archives départementales de Seine-et-Marne, il découvrit l'existence d'Élise Marie-Charlotte de Montmirail, née le 15 avril 1770 au château familial, fille unique du comte Henri de Montmirail et de son épouse Marguerite de Beaujeu. Les registres paroissiaux la décrivaient comme une jeune femme pieuse et charitable, qui s'occupait des pauvres du village et finançait une école pour les enfants des paysans. Il apprit que ses parents, le comte et la comtesse de Montmirail, avaient été arrêtés le 3 septembre 1793 et guillotinés à Meaux le 15 octobre de la même année. Élise était donc restée seule au château, refusant obstinément de fuir malgré les conseils pressants de ses amis. Les documents mentionnaient effectivement sa fuite le 20 mars 1794 et sa mort dans un accident de carrosse sur l'ancienne route de Château-Thierry. Marc découvrit aussi l'existence d'Alexandre de Beaumont, capitaine au régiment de Condé, émigré en Angleterre en juin 1791. Les lettres conservées aux archives nationales témoignaient d'un amour profond entre les deux jeunes gens. Alexandre appelait Élise « mon ange gardien » et la lumière de mon existence. Leurs fiançailles avaient été célébrées en grande pompe au château de Montmirail, le jour de Pâques 1791, quelques semaines avant le départ forcé du jeune homme. Il apprit aussi que le château avait été incendié en décembre 1794, ses pierres vendues comme matériaux de construction. Au XIXe siècle, l'industriel Prosper Bonneval avait effectivement tenté de le reconstruire, mais le projet avait été abandonné en 1847 après une série d'accidents mystérieux. Les ouvriers refusaient de travailler la nuit, prétendant entendre des pleurs et des gémissements. Certains juraient avoir vu une dame en blanc errer dans les ruines. Sur l'emplacement de l'ancienne route où était morte Élise de Montmirail, l'autoroute A4 avait été construite dans les années 1970, passant exactement au-dessus du lieu du drame. Marc comprit alors pourquoi Élise ne pouvait jamais rentrer chez elle. Sa maison avait été remplacée par une route moderne, ses terres ancestrales défigurées par le béton et l'asphalte. Elle était condamnée à errer éternellement entre le lieu de sa mort et celui de sa vie, cherchant un foyer qui n'existait plus que dans ses souvenirs. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. En poursuivant ses recherches, Marc découvrit qu'Alexandre de Beaumont était effectivement revenu en France sous l'Empire. Il avait servi avec distinction dans les armées napoléoniennes, avait combattu à Austerlitz, à Iéna, à Wagram, mais il n'avait jamais cherché à se remarier. Les témoignages de ses contemporains le décrivaient comme un homme mélancolique, hanté par le souvenir de sa fiancée disparue. Alexandre était mort célibataire en 1854,
à l'âge de 83 ans, dans son château de Normandie. Sur son lit de mort, il serrait encore contre lui un portrait miniature d'Élise de Montmirail et les dernières lettres qu'elle lui avait écrites depuis la France révolutionnaire. Il avait demandé à être enterré avec ses reliques d'un amour qui avait survécu à toutes les épreuves. Cette révélation bouleversa Marc. Il réalisa qu'Élise ne cherchait peut-être pas seulement à rentrer chez elle, mais aussi à retrouver son amour perdu. Elle était prisonnière entre deux mondes, celui des vivants qu'elle avait quitté trop tôt et celui des morts qu'elle ne pouvait rejoindre tant que son histoire resterait inachevée, tant que personne ne témoignerait de son existence et de son amour pour Alexandre. Les mois passèrent, et Marc ne pouvait oublier sa rencontre. Il retourna plusieurs fois sur l'autoroute A4, particulièrement les 20 mars, mais ne revit jamais Élise. Cependant, il commença à recueillir d'autres témoignages. Sur les forums internet spécialisés dans le paranormal, dans les cafés routiers, fréquentés par les chauffeurs de poids lourds, auprès des gendarmes de la brigade autoroutière, il découvrit que des dizaines d'automobilistes avaient aperçu la Dame Blanche au fil des années. Les témoignages se ressemblaient étrangement. Tous décrivaient la même apparition, une femme élégante, vêtue de blanc, d'une beauté surnaturelle mais mélancolique. Certains racontaient qu'elle les avait prévenus d'un danger imminent. Un accident, une plaque de verglas, un véhicule en panne, sans signalisation. D'autres affirmaient qu'elle était montée dans leur voiture et avait disparu avant la sortie, laissant parfois derrière elle un objet personnel, un gant brodé aux armes de Montmirail, un mouchoir de dentelle fine, une rose blanche qui se fanait aussitôt. Un routier lui raconta qu'en 1998, par une nuit de tempête, elle était apparue devant son camion pour l'obliger à freiner. Quelques mètres plus loin, un arbre venait de tomber en travers de la chaussée. Sans cette intervention miraculeuse, il aurait percuté l'obstacle de plein fouet. Une jeune femme témoigna qu'en 2003, Élise était montée dans sa voiture alors qu'elle rentrait de son travail de nuit à l'hôpital. Elle pleurait, disant qu'elle devait retrouver Alexandre. Arrivée au château de Montmirail, elle avait posé sa main glacée sur le front de la conductrice et avait murmuré « N'oubliez jamais que l'amour est plus fort que la mort ». Puis elle avait disparu, laissant une odeur de rose et un sentiment de paix inexplicable. Tous avaient ressenti la même impression de froid glacial et de profonde tristesse. Tous gardaient de cette rencontre un souvenir indélébile, mélange de terreur et de compassion. Et tous, sans exception, avaient été marqués par la dignité de cette femme fantôme, qui ne demandait rien d'autre qu'un peu de compréhension humaine. Marc comprit que la légende de la Dame Blanche de l'A4 était devenue réalité. Élise de Montmirail continuait d'apparaître aux voyageurs nocturnes, non pas pour leur faire du mal, mais pour tenter de résoudre son propre drame. Elle cherchait quelqu'un qui accepterait de porter son histoire, de témoigner de son existence, peut-être même de l'aider à trouver enfin la paix qu'elle méritait. Il découvrit aussi que d'autres membres de sa famille hantaient les environs. Le comte Henri, son père, avait été aperçu près de la prison de Meaux, marchant éternellement vers l'échafaud. La comtesse Marguerite errait dans le cimetière du village, cherchant la tombe de sa fille qu'elle n'avait jamais pu pleurer. François, le fidèle cocher, conduisait parfois un carrosse fantôme sur l'ancienne route, répétant inlassablement ce voyage fatal qui avait coûté la vie à sa maîtresse bien-aimée. Un soir d'octobre,
en rentrant d'un déplacement professionnel, Marc eut une illumination. Il s'arrêta exactement à l'endroit où il avait rencontré Élise pour la première fois. Le lieu avait changé. Les autorités avaient installé une petite aire de repos, avec des bancs et une table de pique-nique. Au fond, presque caché par les arbres, un panneau historique racontait brièvement l'histoire du château de Montmirail. Marc sortit de sa voiture et se mit à parler à voix haute dans la nuit, espérant qu'elle l'entendrait. « Élise de Montmirail, je sais que vous m'entendez. J'ai tenu ma promesse. Votre histoire est connue maintenant. J'ai écrit des articles, créé un site internet, contacté des historiens. Votre nom ne sera plus oublié. » Le vent se leva soudain, agitant les arbres bordant l'autoroute. Les feuilles, mortes, tourbillonnèrent autour de lui, comme dans une danse spectrale. Marc sentit une présence invisible près de lui, une tension dans l'air comme avant un orage. La température chuta brutalement, et il put voir sa respiration formée de petits nuages de vapeur. « Mais je pense que ce n'est pas suffisant, » continua-t-il. « Vous cherchez Alexandre de Beaumont, n'est-ce pas? Vous voulez lui faire savoir que vous ne l'avez jamais oublié, même dans la mort. Vous voulez qu'il sache que votre amour a survécu à toutes les épreuves, qu'il brûle encore dans votre cœur comme une flamme éternelle. » Un sanglot déchirant sembla résonner dans la nuit, porté par le vent qui forcissait. Marc frissonna, mais continua courageusement. « J'ai retrouvé sa tombe au cimetière du Père-Lachaise, dans la division 28. Il repose sous un beau monument de marbre blanc, orné d'un ange aux ailes déployées. Il est inscrit sur sa pierre tombale qu'il a gardé votre portrait avec lui jusqu'à son dernier souffle. Il vous a attendu toute sa vie, Élise. Il ne s'est jamais marié, n'a jamais aimé personne d'autre. Il vous aimait encore à 83 ans, comme au premier jour de vos fiançailles. » Les sanglots se firent plus intenses, déchirant le silence de la nuit comme une plainte millénaire. Marc sentit des larmes rouler sur ses propres joues, touché par cette tragédie d'amour qui traversait les siècles. Dans ses papiers personnels, j'ai trouvé un journal intime qu'il a tenu pendant 60 ans. Chaque 15 avril, jour de votre naissance, il écrivait une lettre d'amour qu'il n'envoyait jamais. Chaque 20 mars, anniversaire de votre mort, il jeûnait et priait pour le repos de votre âme. Il n'a jamais cessé de vous aimer, jamais cessé d'espérer vous retrouver dans l'au-delà. Un silence profond s'abattit sur l'autoroute. Même le bruit de la circulation semblait s'être tu, comme si le monde entier retenait son souffle. La lune disparut derrière un nuage, plongeant les environs dans une obscurité totale. Puisant, dans un souffle qui ressemblait à un merci, Marc sentit la présence s'alléger, s'élever vers le ciel étoilé. Vos familles sont éteintes, vos châteaux détruits, continua-t-il dans le noir. Mais votre amour a survécu au temps, aux révolutions, aux guerres. Il est plus fort que la mort, plus durable que la pierre. Peut-être est-il temps de le rejoindre, de quitter cette route pour retrouver celui qui vous attend depuis si longtemps dans la lumière éternelle. Soudain, une lueur douce apparut devant lui. Marc cligna des yeux, croyant d'abord à une hallucination. Mais la lumière se précisa, prenant peu à peu la forme de deux silhouettes enlacées. Il reconnut Élise de Montmirail, mais elle n'était plus seule. À ses côtés se tenait un homme en uniforme d'officier, grand et élégant, avec des cheveux bruns et des yeux noirs remplis de tendresse. Alexandre de Beaumont souriait à sa bien-aimée, la main posée sur sa joue, avec une douceur infinie. Ils se regardaient comme s'ils se voyaient
pour la première fois, après une éternité de séparation. Leurs lèvres remuaient silencieusement, échangeant des mots d'amour que seuls eux pouvaient entendre. Marc les observa, fasciné, le cœur empli d'une joie profonde. Enfin, après plus de 2 siècles, les amants maudits étaient réunis. Élise porta la main de son fiancé à ses lèvres et y déposa un baiser éternel. Alexandre l'attira contre lui et la serra dans ses bras, comme s'il ne voulait plus jamais la laisser partir. Ensemble, ils se tournèrent vers Marc et inclinèrent la tête en signe de reconnaissance éternelle. Puis, toujours enlacés, ils s'élevèrent lentement vers le ciel, leur forme devenant de plus en plus lumineuse, de plus en plus pure, jusqu'à se confondre avec les étoiles. Depuis cette nuit d'octobre 2025, les témoignages d'apparition de la Dame Blanche sur l'A4 se sont considérablement raréfiés. Oh, il y en a encore parfois, les nuits de brouillard ou lors d'anniversaires particuliers. Mais Élise de Montmirail semble avoir trouvé un certain apaisement. Son histoire est connue, son amour reconnu, sa mémoire préservée. Les anciens du coin racontent maintenant que par les nuits claires, on peut parfois voir 2 silhouettes lumineuses se promener main dans la main le long de l'autoroute, là où s'élevait autrefois le château de Montmirail. Ils ne font de mal à personne, disent-ils. Ils cherchent juste à rattraper le temps perdu, à vivre enfin l'amour qui leur avait été volé par l'histoire. Certains conducteurs particulièrement sensibles affirment les avoir aperçus lors de longs trajets nocturnes. Alexandre porte encore son uniforme d'officier, mais ses galons brillent d'un éclat céleste. Élise a gardé sa robe blanche, mais elle n'est plus déchirée par l'accident fatal. Ensemble, ils veillent sur les voyageurs de cette route maudite, transformant un lieu de tragédie en sanctuaire d'amour éternel. Marc, lui, continue de prendre l'autoroute A4 pour ses déplacements professionnels. Il a installé une petite plaque commémorative sur l'aire de repos, avec ces mots gravés dans le marbre: à la mémoire d'Élise de Montmirail et d'Alexandre de Beaumont, dont l'amour a vaincu la mort. 1770 à 1854. Que leurs âmes reposent enfin en paix. Ils ne roulent jamais plus de 90 km/h sur cette portion, par respect pour ceux qui ont souffert sur ces terres. Et parfois, quand le brouillard est particulièrement épais, ils croient apercevoir dans ces phares une lueur douce et bienveillante, comme une bénédiction venue d'au-delà du temps. Car certaines histoires ne finissent jamais vraiment. Elles se transmettent de conducteur en conducteur, de génération en génération, portées par cette vérité universelle que l'amour véritable ne connaît ni la mort ni l'oubli. Et sur l'autoroute A4, entre Meaux et Château-Thierry, la Dame Blanche continue de veiller sur les voyageurs nocturnes, gardienne éternelle d'une route qui fut autrefois le théâtre de son propre drame, mais qui est devenu le symbole de la victoire de l'amour sur toutes les forces du mal. Les sceptiques diront que ce ne sont là que des hallucinations, des reflets de phares dans le brouillard, des histoires inventées pour alimenter les chroniques du paranormal. Mais les vrais connaisseurs de cette autoroute savent qu'il faut toujours garder un peu de place dans sa voiture pour une passagère inattendue, et un peu de compassion dans son cœur pour ceux que la mort n'a pas su apaiser. L'histoire d'Élise de Montmirail et d'Alexandre de Beaumont nous rappelle que certains amours sont si purs, si profonds, qu'ils transcendent les limites du temps et de l'espace,
Leur tragédie s'est muée en légende, leur souffrance en espérance, leur séparation en retrouvailles éternelles. Sur la 4, la nuit, quand la brume danse entre les phares et que le silence devient oppressant, leur présence se fait encore sentir, pas comme une menace, mais comme une promesse que l'amour véritable ne meurt jamais, qu'il continue de briller comme un phare dans les ténèbres de l'existence humaine. Et quand vous prendrez l'autoroute, à 4 par une nuit brumeuse, souvenez-vous d'Élise et d'Alexandre. Peut-être apercevrez-vous leurs silhouettes lumineuses au détour d'un virage, dans la lueur de vos phares. N'ayez pas peur, souriez-leur. Ils sont les gardiens bienveillants de tous les amours impossibles, de tous les rêves brisés par la cruauté du monde. La Dame Blanche de la 4 existe. Elle a existé. Elle existera toujours dans le cœur de ceux qui croient que l'amour peut vaincre toutes les épreuves, même la mort. Son histoire continue de s'écrire chaque nuit, dans le cœur de chaque voyageur qui traverse ces terres chargées d'histoire, rappelant à tous que certains liens ne peuvent être brisés, même par les forces les plus destructrices de l'humanité. Car en fin de compte, Élise de Montmirail n'était pas qu'un fantôme errant sur une autoroute moderne. Elle était la gardienne de la mémoire, la protectrice des amours perdus, l'espoir de tous ceux qui croient encore au miracle. Et dans cette France du XXIe siècle, pressée et matérialiste, elle nous rappelle que certaines valeurs sont éternelles. L'amour, la fidélité, le sacrifice, l'espérance. Son histoire, désormais connue et transmise, continuera de vivre tant qu'il y aura des âmes sensibles pour la raconter et des cœurs généreux pour l'écouter. Car c'est ainsi que les légendes naissent et survivent, par la grâce de ceux qui acceptent de croire que le monde recèle encore des mystères et que l'amour véritable peut accomplir des miracles, même au-delà de la mort.